jamais pensé qu'on trouverait une affaire de même dans une vérification. Lorsque la vérificatrice générale a déposé son rapport, ça a eu l'effet d'une bombe atomique sur Ottawa. Le cœur du problème, c'est que les règles n'ont pas été suivies. Groupe Everest, au fil des ans, a eu pour 67,6 millions de dollars de contrats de commandite. C'est le roi de la commandite. Jean Brousse, c'est un homme qui a empoché au-delà de 60 millions en contrats de commandite, qui est devenu millionnaire. Nous avons aussi noté 2 ou 3 cas où les fonctionnaires avaient décidé de ne pas envoyer des fonds à certains projets et que la décision a été renversée par le bureau du ministre. C'est de la propagande pour mon pays. Si c'est ça qui est arrivé, je ne m'en excuserai pas auprès de qui que ce soit. Le 30 octobre 1995, les Québécois se prononcent par référendum sur la souveraineté de leur province. À Ottawa, le gouvernement libéral de Jean Chrétien retient son souffle. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Ébranlé par cette victoire remportée à l'arraché, le premier ministre Jean Chrétien décide aussitôt d'augmenter la visibilité des symboles canadiens au Québec par le biais d'un programme de commandite. Il en confie la responsabilité à Alfonso Galliano, le ministre des Travaux publics. La stratégie semble porter fruit puisqu'à l'élection suivante, en novembre 2000, le Parti libéral arrache 7 circonscriptions au Bloc québécois et est reporté au pouvoir. Jean Chrétien crie victoire. Pour lui, la menace séparatiste n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et je vous garantis que l'avenir de vos enfants et l'avenir des enfants de vos enfants sera merveilleux dans le meilleur pays au monde, le Canada. Vive le Canada! Merci beaucoup! Pourtant, à peine quelques années plus tard, la révélation des magouilles et du gaspillage de fonds publics reliés au programme des commandites vont mettre en péril la survie du gouvernement libéral et rendre l'option souverainiste plus vivante que jamais. Programme des commandites. Coût du programme des commandites, 332 millions de dollars. Coût de production et commissions versées aux agences de communication, 168 millions de dollars. Contribution des agences au Parti libéral du Canada, 2 millions de dollars. 2004, le Parti libéral du Canada forme un gouvernement minoritaire. 2005, l'appui à la souveraineté dépasse les 54 % au Québec. Grâce à l'argent du programme des commandites, le Québec se retrouve rapidement enseveli sous les symboles canadiens. Mais au début de 2002, Alfonso Galliano, le ministre responsable du programme, se retrouve sur la sellette à la suite d'allégations de favoritisme et de patronage portés contre lui. Ce qu'il y a de marquant en janvier 2002, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un qui a brisé le silence. John Grant, le président de la Société immobilière du Canada, qui est allé raconter comment lui a subi des pressions de la part de M. Galliano pour embaucher une de ses anciennes adjointes. Donc là, on voyait une intervention flagrante d'un ministre pour qu'un de ses amis soit embauché par une société de la Couronne, ce qui était formellement interdit, en tout cas proscrit par le Code d'éthique du gouvernement fédéral. Pour éviter tout dérapage, Jean Chrétien décide alors d'éloigner Alfonso Galliano en le nommant ambassadeur au Danemark. Il le remplace par Dan Boudria, le leader du gouvernement à la Chambre des communes. Mais 2 mois plus tard, un cas flagrant de mauvaise gestion relié au programme des commandites est mis à jour par les médias. Le gouvernement fédéral suspend tous les contrats qui sont accordés à Groupe Action, un bureau de consultants de Montréal. Selon toute évidence, le gouvernement aurait payé 1,6 million de dollars à la firme de communication Groupe Action pour réaliser 3 rapports pratiquement identiques. Combien de rapports, Monsieur le Président? Combien de millions pour que le gouvernement comprenne que oui, à Matane, il y a un festival de la crevette?
Le gouvernement fédéral demande alors à la vérificatrice générale de faire enquête sur les fonctionnaires gouvernementaux qui ont octroyé ces 3 contrats à Groupe Action. Au même moment, les médias révèlent que Groupe Action et son président Jean Brault entretiennent des liens très étroits avec le Parti libéral du Canada. Le gouvernement ne lésine pas sur les fonds publics pour promouvoir le fédéralisme et qu'en plus, les amis du régime en profitent largement, M. le Président. En bout de ligne, au fil des ans, il leur a donné plus de 166 000 en dons officiels au parti. À des dons à des candidats, des dons à la Caisse libérale, des dons pour faire partie du Club Laurier, qui est un genre de club d'élite où tu as le droit d'aller manger un cocktail, manger des sandwichs dans une tente en arrière du 24 Sussex une fois par année. On apprend de plus qu'entre 1997 et 2002, Groupe Action ainsi que 2 autres agences montréalaises, Lafleur Communication Marketing et le groupe Everest, ont reçu 158 millions de dollars de contrats par le biais des commandites, tout en versant de généreuses contributions au Parti libéral du Canada. Vraiment, dans les commandites, il y a Groupe Action, il y a Everest. Ça, c'est les plus gros joueurs de toute cette partie d'argent, si on veut. Groupe Everest, au fil des ans, a eu pour 67,6 millions de dollars de contrats de commandite. C'est le roi de la commandite. Le 8 mai 2002, la vérificatrice générale remet son rapport d'enquête sur l'octroi des 3 contrats accordés à Groupe Action. Il est très dur envers le gouvernement. Il est très inquiétant de voir le manque de documentation, le non-respect généralisé de toutes les règles. On ne peut pas mettre 3 contrats aussi mal gérés devant un vérificateur et ne pas croire qu'on va aller toutes les voir. Sheila Fraser pointe particulièrement le haut fonctionnaire Charles Guité. Chuck Guité, il était le directeur exécutif du programme des commandites. Il était le fonctionnaire responsable. Dans son rapport, la vérificatrice générale Sheila Fraser décrit pratiquement Chuck Guité comme un incompétent. Elle affirme que Chuck Guité a bafoué toutes les règles de bonne gestion lorsqu'il gérait le programme des commandites, en ayant peu de preuves écrites de ce qu'il faisait comme contrat et les contrats qui étaient octroyés à des entreprises de commandites. Sheila Fraser annonce alors qu'elle étend son enquête à l'ensemble du programme de commandite. Elle transmet également le dossier des 3 contrats octroyés à Groupe Action à la GRC. Une semaine plus tard, le quotidien Le Devoir révèle en primeur que la firme de communication Groupe Everest a surfacturé le gouvernement en toute connaissance de cause. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que alors que Groupe Everest empochait ses commissions pour gérer des commandites, une filiale de Groupe Everest, qui était Média Idéa Vision, elle empochait 3,5 à tous les coups juste pour passer les chèques, pour supposément gérer les sommes du programme, ce qui permettait finalement à cette compagnie-là, à tous les coups, d'avoir une certaine forme de double commission. Puis, Don Boudria devient à son tour la cible des critiques de l'opposition. Don Boudria a été nommé ministre des Travaux publics après le départ de M. Galliano, donc qui était M. Net. L'homme qui devait faire le ménage, c'était un politicien respecté qui était vraiment au-dessus de tout soupçon dans ce genre de magouille-là. Or, on apprend au cœur du scandale que lui et sa famille sont allés passer une fin de semaine au chalet de qui? De Claude Boulay, le président de Groupe Everest, qui est bien sûr une des agences montrées du doigt là-dedans. J'ai le droit d'aller chez des gens qui font affaire avec le gouvernement. Écoutez, il a payé. Il a eu la prudence de payer. Moi, je me demande s'il n'avait pas payé, là, vous auriez raison. Comment peut-il affirmer qu'il a payé quand il ne sait pas si le chèque est encaissé? C'est ce qu'il vient de dire. Entre-temps, la GRC confirme qu'elle ouvre une enquête criminelle sur les agissements de Chuck Guité, du président de Groupe Action, Jean Brault, ainsi que sur Paul Coffin, de l'agence Coffin Communication. Le 26 mai, Jean Chrétien démet Don Boudria de ses fonctions. Il est remplacé par Ralph Goodale, qui annonce aussitôt la suspension du programme des commandites. Mais le mal est déjà fait. Le premier ministre Jean Chrétien est alors forcé d'admettre ce qui est devenu évident pour tout le monde. Alors, Jean Chrétien, qui prononçait un discours devant ses militants à Winnipeg, a déclaré tout bonnement que c'était pas grave si on avait perdu 1 ou 2 millions dans le cadre du programme des commandites. L'important, c'est que ce programme-là avait permis de sauver le Canada. Et donc, c'était une déclaration assez surprenante. Et c'était une forme d'aveu qu'il y avait quelque chose qui avait mal tourné dans ce programme-là. D'autres révélations viennent alimenter le scandale lorsqu'on découvre que la firme Polygon a été payée par le gouvernement pour organiser des événements qui n'ont jamais eu lieu. Notamment un salon de pêche à Québec qui a coûté aux contribuables 330 000 $, mais qui n'a jamais eu lieu, qui a été annulé l'année suivante. Mais le groupe Polygon a quand même empoché l'argent sans retourner un sou
au gouvernement fédéral. Aucun autre organisateur d'événements qui a bénéficié de commandites n'en a eu autant que Luc Lemay par le biais de ses compagnies Expo et Groupe Polygone. Entre 1997 et 2001, il a eu pour 36,6 millions de dollars de contrats de commandite. C'est absolument faramineux. Ces révélations incessantes sur la gestion des commandites sèment la dissension à l'intérieur même du Parti libéral. En août 2002, le premier ministre Jean Chrétien, de plus en plus contesté, annonce qu'il quittera son poste avant la fin de son 3e mandat. Je ne me représenterai pas. Je remplirai mon mandat et me consacrerai entièrement à gouverner jusqu'en février 2004. L'annonce de Jean Chrétien n'a nullement eu pour effet de réduire ou de tuer la controverse qui sévissait à l'époque. Au contraire, parce que les journaux étaient sur une piste et à chaque jour, il amenait son lot de révélations. On avait un nombre d'enquêtes de la GRC qui se multipliait. En octobre 2003, la GRC annonce que des accusations de fraude seront portées contre Chuck Guité et Jean Brault, de même que contre Paul Coffin. Puis, le 10 février 2004, la vérificatrice générale Sheila Fraser livre enfin son rapport sur la gestion du programme des commandites. Il est absolument dévastateur pour le gouvernement. J'aurais jamais pensé qu'on trouverait une affaire de même dans une vérification. Et de voir les commissions versées pour simplement un échange de chèques, là, les mots, je dois dire même les mots m'échappent. Ça a eu l'effet d'une bombe atomique sur Ottawa, sur la capitale nationale. Ça affirmait dans son rapport que l'ensemble du programme avait coûté aux contribuables 250 millions de dollars sur une période de 5 ou 6 ans et que de cette somme, 100 millions avaient abouti dans les poches des entreprises de communication en forme de frais de communication ou de frais de production pour peu de travail, finalement. Sans grande surprise, la vérificatrice générale pointe principalement du doigt les agences Groupe Action, Lafleur Communication, Groupe Everest et Gosselin Marketing. Mais fait complètement nouveau, elle révèle que plusieurs sociétés de la Couronne ont également été mises à contribution. Pire encore, selon elle, les plus hauts échelons politiques seraient directement impliqués dans le scandale des commandites. Nous avons identifié qu'il y a eu des communications entre le bureau du ministre et les fonctionnaires. Nous avons aussi noté 2 ou 3 cas où les fonctionnaires avaient décidé de ne pas envoyer des fonds à certains projets et que la décision a été renversée par le bureau du ministre. Confronté à ces révélations catastrophiques pour son parti, le nouveau premier ministre Paul Martin annonce aussitôt une série de mesures pour mettre fin à cette crise. Il est évident qu'il s'agit d'une situation où il y a eu mauvaise gestion et un manquement grave aux obligations envers le public. La première mesure est la mise sur pied d'une enquête publique qu'il confie au juge John Gumry. Ça faisait longtemps que l'opposition demandait une enquête publique indépendante. M. Chrétien avait toujours dit non, avait dit que c'était pas nécessaire, que la police allait faire son travail. Il annonce également le rapatriement immédiat du Danemark de l'ambassadeur Alfonso Galliano. Il a confirmé dans la minute qui a suivi le dépôt du rapport de Mme Fraser à la Chambre des communes le congédiement d'Alfonso Galliano. Mais un mois plus tard, d'autres révélations troublantes viennent relancer la crise lorsque le quotidien La Presse dévoile que le programme des commandites était totalement financé par un fonds secret disposant d'environ 50 millions de dollars par année et dépendant directement du premier ministre Jean Chrétien. C'est lui, au départ, qui transférait l'argent, si vous voulez, pour des besoins d'unité nationale à certains ministres qui en avaient besoin pour mettre sur pied des programmes. De retour au pays, Alfonso Galliano comparaît devant le comité des comptes publics de la Chambre des communes afin de s'expliquer sur la gestion du programme des commandites. Alfonso Galliano a carrément dit qu'il n'était pas au courant de l'existence de la mauvaise gestion et finalement a tenté de jouer la victime, que tout ce qui a été fait, ça a été fait à son insu, que les fonctionnaires ne l'informaient pas, finalement, des dessous de ce programme-là. Vous allez essayer de me faire croire, vous n'étiez pas au courant que ça se passait? C'était les sociétés d'État qui dépendaient de vous? Mais non pas pour discuter la gestion du programme comme tel. You're playing with us, Mr. Galliano. M. Galliano va nier formellement s'être impliqué dans le choix des agences, donc dans le côté ristourne de l'affaire, si vous voulez.
J'apprends maintenant que je devais être responsable d'un fiasco pour lequel je ne suis pour rien. Je ne le crois pas. C'est absolument invraisemblable. C'est incroyable. Il n'y a personne qui va croire l'explication qui a été donnée là. Appelé lui aussi à témoigner, Charles Guittet confirme en tout point la version de l'ex-ministre Galliano, en révélant qu'il avait carte blanche pour gérer le programme. Dans le programme des commandites, Chuck Guittet était le boss, incontesté. C'est lui qui était l'homme qui décidait, qui annonçait « Hey, ton contrat, tu vas l'avoir ». C'est dans cette atmosphère survoltée que les électeurs canadiens sont appelés aux urnes. Le 29 juin, la population canadienne rend son verdict. Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que le prochain du gouvernement du Canada sera formé par le Parti libéral et que ce sera un gouvernement minoritaire. Pour le Parti libéral, cette courte victoire a une odeur de défaite. Au Québec, le Bloc québécois écrase les libéraux en s'emparant de 54 sièges sur 75. C'est clair que le scandale de commandite a fait très mal aux libéraux. Pour la première fois en 12 ans, ils ont été réduits à un gouvernement minoritaire. Et au Québec, notamment, le Bloc québécois a tout raflé ce qu'il y avait à rafler. Avec le début imminent des audiences de la commission Gomery, les libéraux s'apprêtent à affronter l'un des pires scandales politiques de l'histoire du Canada et à peut-être perdre le pouvoir. À cause du scandale des commandites, l'indignation populaire est à son comble. Reportés de justesse au pouvoir en juin 2004, les libéraux ont subi une cuisante défaite au Québec et se retrouvent à la tête d'un gouvernement minoritaire. Mais le pire est encore à venir. En septembre 2004, la commission Gomery entreprend à Ottawa la première phase de ses travaux avec la comparution des politiciens et des fonctionnaires du gouvernement. Lors de son témoignage, Charles Guittet change du tout au tout sa version des faits. Il affirme qu'il n'a fait que suivre les directives de ses patrons, dont l'ex-ministre Alfonso Galliano. Now, Mr. Gagliano, on the other hand, I take it, was intimately involved in the selection of agencies, events, and amounts throughout the time he was the minister. Correct. C'était bien difficile au début pour lui expliquer ça. Parce que s'il dit « c'est moi qui ai tout fait », ben là, ils vont dire « ah ben c'est toi le grand responsable de tout ça ». Ça fait qu'il a dit « non, 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 non ». Il dit « je suivais les ordres. Je suivais les ordres, moi, d'Alfonso Galliano. C'est M. Galliano qui me disait qui choisir, quand choisir, à qui accorder un contrat. » Un mois plus tard, Jocelyne Bourgon, la plus haute fonctionnaire au pays de 1994 à 1999, vient confirmer l'existence d'ingérences politiques dans l'octroi des commandites. On l'a dit, les commandites étaient financées à même le fonds La Réserve sur l'unité nationale, sauf que M. Chrétien a aussi voulu lui-même signer les documents du cabinet qui réquisitionnaient l'argent au comité du Conseil du Trésor. Mme Bourgon a mis M. Chrétien en garde contre ça parce qu'elle a dit comme c'est vous qui avez signé, c'est vous qui allez en être ultimement tenu responsable. Donc, vous aurez une vulnérabilité politique à ce niveau-là. Et il y a eu effectivement une demande qui a été adressée au Conseil du Trésor, je dis bien, pour 18 millions. À ma connaissance, oui, et il devrait y avoir une note de décision qui le confirme. Co-signée par M. Chrétien et M. Galliano. Ce qui a été la pratique tout le long. Le 16 décembre, la commission Gomery ajourne ses travaux pour la période des fêtes. Mais même en congé, le juge Gomery va continuer d'alimenter la manchette en émettant certains commentaires sur Jean Chrétien. Jean Chrétien avait des balles de golf, il dit, avec signé, son nom signé, ses balles de golf. Il dit, small town cheap, hein? Puis y a-tu quelque chose qui choque Jean Chrétien plus que se faire dire qu'il vient de Shawinigan, puis qu'il est encore village, tu sais, il est encore esprit de clocher. Et à ce niveau-là, Monsieur Gomery s'est attiré les foudres du clan chrétien et s'est rendu très vulnérable. L'ex-premier ministre Jean Chrétien réplique aussitôt en exigeant sans succès la destitution du juge Gomery. C'est dans ce climat de tension que les audiences de la commission Gomery reprennent en janvier 2005. Le témoignage le plus attendu est celui d'Alfonso Galliano. Ce que je dois comprendre que dans aucun des cas n'étiez-vous intervenu, M. Galliano, pour vous-même approuver personnellement une demande de commandite? J'ai jamais approuvé aucune commandite
Est-ce que je dois comprendre de votre réponse que votre rôle au niveau des commandites prises individuellement a été uniquement de faire des suggestions? Oui, seulement que des suggestions. C'est un témoignage qui a duré 4 jours et M. Galliano s'est encore une fois présenté comme la victime, comme le bouc émissaire là-dedans. Il a mis de l'avant sa bonne foi, sa loyauté envers M. Chrétien et il a dit noir sur blanc, « J'ai été trahi par mes fonctionnaires ». Puis c'est au tour de Jean Pelletier, l'ex-chef de cabinet de Jean Chrétien, de témoigner. Monsieur Pelletier est un peu venu donner une leçon de politique 101 à la commission Gomery. Leur dire, écoutez, arrêtez de jouer aux enfants d'école, arrêtez de souffrir d'angélisme, c'est de la politique qu'on fait. Puis dans la politique, quand on parle d'unité nationale, oui, c'est politique et oui, le bureau du premier ministre va être au courant. Les procureurs de la commission questionnent Jean Pelletier sur la nature de son intervention personnelle dans l'achat, au nom du gouvernement, de 50 000 $ de cravates à 96,50 $ chacune. On voulait avoir des cravates de bonne qualité pour remettre à l'étranger aux gens qu'on rencontrait quand le premier ministre faisait ses voyages. Est-ce que vous saviez, M. Pelletier, que l'agence Lafleur avait facturé des commissions d'agence en su des frais pour les items promotionnels en question? J'ai appris cela et vu photocopie de la facture chez mon avocat la semaine dernière, pour la première fois. Et j'ai été scandalisé. La maudite cravate a commencé, les cravates ont commencé à 17 piastres puis ont fini à 95 piastres chaque. Hein? 95 piastres chaque pour une cravate. Puis ça, c'était pourquoi? Parce que tout faisait partie de la commandite. Finalement, c'est au tour de Jean Chrétien lui-même de venir donner sa version des faits. On constate alors rapidement que l'ex-premier ministre n'entretient aucun remords. Bon, c'est de la propagande pour mon pays. Si c'est ça qui est arrivé, je ne m'en excuserai pas auprès de qui que ce soit. Monsieur Chrétien a été tout sauf sur la défensive. Il n'était pas question qu'il aille faire son mea culpa devant le Canada au complet. Il est venu dire finalement que c'était malhonnête intellectuellement d'évaluer les commandites dans un vase clos, comme certains le faisaient, que c'était une partie de sa stratégie post-référendaire et qu'il y tenait, que c'était important, mais bien sûr qu'on ne pouvait pas, lui, le montrer du doigt en ce qui concerne les abus. À la fin de son témoignage, Jean Chrétien sert au juge Gomery un petit numéro qu'il a soigneusement mis au point. Monsieur Chrétien avait bien préparé son coup. Il fallait qu'il y ait un as dans sa poche en arrière, mais celle-là, personne ne l'a vu venir. C'était sa vengeance bien personnelle contre le juge Gomery. You said you got golf balls from others. Yeah. Who did you get them from, Mr. Chrétien? I have a ball here with the seal of the President of the United States and signed by a Texan by the name of George Bush. All right, what other ones? Al Gore, George W. Bush, by the small-town guy of Hope, Tennessee, signed Bill Clinton, and the seal. Puis là, tout le monde riait. Tout le monde s'est éclaté de rire dans la salle. And it's very common. I have one here by a very well-known group, Ogilvy Renault. You know, Mr. Roy and Mr. Maroney and Mademoiselle Gomery are all members of that firm. Cannot call them small town and call them Westmont cheap. It will be an oxymoron. Puis il a fait rire du juge, de Bernard Roy, de la fille du juge, puis tout le monde qui avait ri de lui. Puis là, il se pensait bien fin. Le dernier politicien à se présenter devant le juge Gomery est nul autre que le premier ministre Paul Martin. M. Martin est arrivé seul, il n'est pas arrivé avec un entourage de 500 millions de personnes, il est sorti de l'ascenseur. C'était très discret comme témoignage. Donc, finalement, il a expliqué dans moult détails comment lui, comme ministre des Finances, il avait d'autres choses à faire que de s'occuper de la petite caisse du premier ministre, qui était la réserve pour l'unité nationale. Can you tell me what your involvement was in those draws on the Unity Reserve for sponsorship? I had no involvement. Did you know about it?
No. Were you consulted about it? No. Did you speak to anybody in the Prime Minister's office about it? No. Or anywhere else? No. En février 2005, la commission Gomery se transporte à Montréal. Elle y entendra les dirigeants des agences de communication qui ont profité des largesses du gouvernement, des témoignages qui mèneront le gouvernement au bord du gouffre. Les révélations entendues lors de la première phase des travaux de la commission Gomery ont mis le gouvernement libéral minoritaire de Paul Martin sur la corde raide. Mais coup sur coup, les témoignages de Jean Lafleur, de Lafleur Communication, de Gilles-André Gosselin, de Gosselin Communication, et surtout celui de Jean Brault, le président de Groupe Action, vont semer la panique au sein des rangs libéraux. Le premier témoin important qu'entend John Gomery est Jean Lafleur, la tête dirigeante de Lafleur Communication Marketing. Lafleur Communication Marketing, contrat de commandite 65,4 millions de dollars. Salaire de la famille Lafleur, 12,3 millions de dollars. Contribution au Parti libéral du Canada, 151 000 dollars. Moi, j'aime l'histoire de Lafleur parce que ça indique la manière qu'il pouvait se servir. Ce qu'il faisait, c'est que Lafleur avait le contrat pour des bébelles, des cravates, des boules de Noël, toutes sortes d'affaires avec Canada écrit dessus, avec Blue Nose écrit dessus, toutes sortes d'affaires comme ça. Ben, tu voyais juste un compte. Ça disait pas « j'ai acheté les tucs de mon épouse ». Tu sais, c'est mon fils qui a emballé. Il payait pas 17 piastres de l'heure, parce que quand il mettait une commission dessus, ça faisait monter le salaire, hein, ça. Ça a fini qu'il était payé 145 piastres de l'heure pour emballer des tucs puis des boules de Noël. 209 heures à la page 111 à 100 $ de l'heure. Pas en mesure de vous éclairer là-dessus. Mais Jean Lafleur se révélera un témoin à la mémoire extrêmement défaillante. Je ne me souviens pas d'avoir fait cette démarche-là, Maître White. Je ne m'en souviens pas. C'est la phrase célèbre que Jean Lafleur a utilisée à satiété. Jean Lafleur a été d'une mauvaise foi évidente, du début à la fin des audiences. Mais le témoignage de Pierre Michaud, un ancien employé de Jean Lafleur, permettra enfin à la commission Gomery de lever le voile sur des pratiques pour le moins surprenantes, impliquant directement le Parti libéral du Canada. Monsieur Michaud, est-ce qu'à un quelconque moment, vous avez contribué par le biais d'une cotisation quelconque au Parti libéral du Canada? Oui. À quelle occasion? À l'occasion des élections de 1997. Comment est venue cette idée de contribuer ainsi au Parti libéral? C'était à la demande de M. Lafleur. Avez-vous senti que vous aviez toute la liberté pour pouvoir contribuer ou pas selon votre bon vouloir? C'est difficile à dire. On se sentait un peu forcé quand même de contribuer. Maintenant, avez-vous été remboursé pour cette contribution? Oui. Puis c'est au tour de Gilles-André Gosselin, le président-directeur général de Gosselin Communication, de se confesser au juge Gomery. Gosselin Communication, contrat de commandite 21,2 millions de dollars. Salaire et prime de la famille Gosselin, 4,5 millions de dollars. Contribution au Parti libéral du Canada, 10 000 dollars. C'est Charles Guité qui a dit à Gilles-André Gosselin, tu devrais ouvrir un bureau à Ottawa. Viens-t'en, il y a du travail pour toi. On va te choisir en fonction de la compétence. Et M. Gosselin a ouvert son bureau. Ils ont menti, sa femme et lui, sur la taille de leur entreprise pour se qualifier comme fournisseur officiel du gouvernement. Ils ont inventé des employés pour que ça paraisse mieux sur papier qu'une petite binerie familiale à 2 personnes. Et les contrats ont commencé à pleuvoir. Au moment où vous gériez ces événements, il était clair dans votre esprit que une portion importante des projets commandités était liée au comté de M. Galliano et au comté du premier ministre Chrétien. Lorsqu'on fait le bilan à la fin de l'année, effectivement, il y en a beaucoup. Le témoignage de Gilles-André Gosselin est suivi par celui très attendu de Jean Brault, le président de Groupe Action. Groupe Action et filiale. Contrat de commandite 89,5 millions de dollars. Salaire de la famille Brault, 3,9 millions de dollars. Contribution au Parti libéral du Canada, 1,9 million de dollars. Jean Brault, c'est le personnage central de la commission Gomery. On peut parler de lui comme un filou honnête. C'est un homme qui a empoché au-delà de 60 millions en contrats de commandite, qui est devenu millionnaire, qui a vécu de façon flamboyante, dont les gestes et les actions sont si discutables qu'il est accusé de fraude totalisant 2 millions de dollars.
Dans le cas des commandites, dans mon esprit, c'est clair que n'eût été des investissements sous toutes les formes qu'on a faites au sein du parti ou auprès du parti, n'eût été de ça, malgré nos compétences, je pense que la portion de la tarte aurait été très petite. Donc, ce que vous nous dites, il y avait une dimension politique à l'octroi des contrats de commandite. Définitivement. Jean Brault, c'est celui qui s'est mis à table. Et le public a retenu que Jean Brault était le premier publicitaire et le seul, probablement, à avoir été aussi transparent et avoir impliqué autant de personnalités. Grâce au témoignage de Jean Brault, le public découvre pour la première fois l'implication directe de certains hauts dirigeants du Parti libéral du Canada dans le scandale des commandites. L'un de ceux-là est Jacques Corriveau, un organisateur proche de Jean Chrétien. Jean Brault va révéler que Jacques Corriveau lui a demandé de payer de sa poche le salaire d'au moins 2 militants libéraux, ce qu'il a accepté. Mais l'essentiel de la rencontre de M. Corriveau était pour me faire une demande de prendre à ma charge, pour une période d'1 an, une personne qui était appréciée et qui militait d'une façon que je ne peux pas définir, que je ne savais pas, auprès du Parti libéral du Canada. Qui était? M. Serge Gosselin. M. Gosselin est engagé. Vous le mettez sur votre liste de paye. Et, à votre connaissance, il n'a fourni aucun service, il n'a fait aucun travail pour Groupe Action. Il était disponible, il avait une bonne tête. Et à votre connaissance, où se trouvait-il? Pas dans nos bureaux. Alors, finalement, on voit que de donner des emplois fictifs à des travailleurs, des militants libéraux, c'est une façon détournée de donner de l'argent au Parti libéral parce que c'était des gens que le Parti libéral au Québec n'avait tout simplement pas les moyens de payer pour le travail qu'il faisait à la permanence du parti. Et donc, finalement, c'est M. Brault qui les prenait à charge au sein de sa propre compagnie. Jean Brault affirmera aussi sans détour que la gestion du programme des commandites émanait des plus hauts échelons du gouvernement. Ce qu'on savait à partir du début, c'était que Travaux publics allait gérer ces fonds-là. Et ça provenait d'un fonds qui avait... Il n'y avait pas encore d'appellation, mais c'est un fonds qui arrivait des hautes instances, donc du bureau du premier ministre. Donc ça, vous l'avez su à peu près... Très tôt. À compter du début de 97? Moi, je dirais oui. D'accord. Avant Jean Brault, les témoins qui comparaissaient devant la commission, c'était tout du monde qui avait blanc de mémoire, j'ai oublié, j'ai ici, je m'en rappelle pas. Avec Jean Brault, on a eu un gars qui dit « Oui, c'est ça, j'ai fait ça ». Il a pleuré, le gars. Il a avoué tout. Lors de son témoignage, Jean Brault n'hésite pas à blâmer la mauvaise conduite des libéraux fédéraux. Une chose qui m'a frappé durant votre témoignage, c'est le nombre de fausses factures qui circulent autour de vous. Je vais vous répondre que je suis parti en affaires en 82, puis avant d'avoir votre client dans mes pattes, j'ai jamais fait de fausses factures. Vous avez parlé que vous aviez une certaine expérience de camoufler les dons politiques, n'est-ce pas? Oui, expérience que j'avais acquise grâce au Parti libéral du Canada. C'était des temps forts. On a vite compris que la crédibilité de Jean Brault serait difficile à attaquer. Quand il est sorti, après, à la pause, le monde, on l'a applaudi. C'est à ce moment-là qu'il y a bien des journalistes, moi inclus, on s'est rendu compte que ce que la population du Québec voulait, c'était la vérité dans cette affaire-là. Qui était prêt à pardonner toutes sortes d'affaires, pourvu que le monde disait la vérité. Après le témoignage percutant de Jean Brault, c'est au tour de Luc Lemay, le président du groupe Polygone, de s'expliquer devant le juge Gomery. Groupe Polygone Expour. Contrat de commandite de 36,7 millions de dollars. Dividendes versés à Luc Lemay, 12,6 millions de dollars. Contribution au Parti libéral du Canada, 23 361 dollars. Jacques Corriveau est embauché par Luc Lemay comme un démarcheur, tout simplement. Et c'est Jacques Corriveau qui se charge d'aller lui obtenir des contrats de commandite.
Leur entente était qu'il lui donnerait à peu près 17 % de commission. Ça a permis à Jacques Corriveau de mettre 6 700 000 $ dans ses poches. Bien sûr, M. Corriveau n'était pas un lobbyiste enregistré. Il fallait camoufler ces commissions de démarchage-là. Et la façon dont elles étaient camouflées, c'était tout simplement sous forme de fausses factures. Puis M. Lemay signait les yeux fermés. C'est un exemple de facture que M. Corriveau vous a envoyé pour des services qu'il n'a pas rendus, selon votre explication, dans le cadre du Salon national du Grand Air de Rimouski au Colisée de Rimouski, qui aura lieu du 15 au 19 mars 2000 au Stade olympique. À votre connaissance, il y avait un stade olympique à Rimouski. À la page 165, à Trois-Rivières, est-ce qu'il y a un stade olympique? À la page 166, à Sherbrooke, il n'y a pas de stade olympique? Non. À Sainte-Foy, il n'y a pas de stade olympique non plus? Non plus. Et ainsi de suite. Exact. Donc, ce sont des détails qui vous ont échappé puisque vous n'examiniez pas les factures. Effectivement. Des témoignages encore plus troublants concernant un système de ristourne favorisant directement le Parti libéral du Canada vont bientôt mettre en péril la survie même du gouvernement de Paul Martin. À la suite des révélations entendues à la commission Gomery, le gouvernement de Paul Martin est maintenant poussé dans les câbles. Les partis d'opposition vont tout faire pour lui asséner le coup fatal. En avril 2005, la commission Gomery appelle à témoigner les organisateurs du Parti libéral au Québec. Le premier à se présenter est Jacques Corriveau, président-directeur général de Pluridesign, organisateur libéral et ami personnel de Jean Chrétien. Avec beaucoup de réticence, Jacques Corriveau est forcé d'admettre que le programme des commandites a fait de lui un homme riche. Donc, vous seriez d'accord avec moi pour dire que la situation financière de Jacques Corriveau Designer Inc. Est relativement confortable? Disons que c'était une bonne période. J'ai connu des moins bonnes périodes. Dans les années 80, c'était très dur. Et sûrement que sous le régime des conservateurs, c'était la grande misère, n'est-ce pas? Exactement, Maître Roy. Alors, vous êtes repris dans les années 95-96. Quand la bonne fortune nous sourit, on ne peut pas s'y refuser. Les années libérales ont été très bonnes pour M. Corriveau. Premièrement, c'est sa compagnie Pluridesign qui avait les contrats d'impression pour toutes les affiches, les pancartes du Parti libéral en campagne électorale. Vous pouvez vous imaginer, c'est énorme et très lucratif comme contrat. Et Jacques Corriveau se rend dans le bureau de Charles Guité régulièrement, vient discuter des commandites, demande des choses, présente des projets. Jacques Corriveau est au courant de l'existence du programme de commandite avant même la plupart des députés du Parti libéral. Il est dans le secret des dieux. Mais Michel Béliveau, un ancien directeur général du Parti libéral au Québec, va impliquer directement Jacques Corriveau dans le scandale des commandites. Il confesse en effet lui avoir déjà demandé plus de 250 000 $ pour financer des activités électorales, une somme que Jacques Corriveau aurait versée en liquide. C'est 100 000 $ en coupure de vin. Mais j'ai bien dit dans ce moment-là que c'était, disons, il y avait certainement des coupures de sang. Il a trahi sa famille politique. Il est accroupi, il tremble, il pleure. Donc, c'est l'homme d'honneur du Parti libéral qui vient se mettre au-devant de Jean Chrétien, au-devant de la classe politique pour prendre les coups et pour dire « je prends tout le blâme pour mes actions ». Et oui, il y a eu des opérations de financement occultes. Et donc, ça confirme les allégations de Jean Brault dans leur substance, si vous voulez. C'est le fait que les agences finissaient par financer le Parti libéral par la porte d'en arrière. Un autre témoignage viendra accabler davantage Jacques Corriveau. Daniel Dezinde, lui-même un ex-directeur général de l'aile québécoise du Parti libéral, va dévoiler le système de ristourne mis en place par Jacques Corriveau pour le compte du Parti libéral du Canada. Il m'a dit, écoute bien, dans le passé, j'avais mis en place un système où je recevais des ristournes sur les commissions des agences de communication. J'en gardais une partie pour mes frais et le reste, je le mettais à la disposition du parti. Daniel Dezinde affirme également qu'Alfonso Galliano, alors qu'il était ministre des Travaux publics, avait créé une structure parallèle de financement au profit du Parti libéral et qu'il en avait confié la direction à son ami Joe Morcelli. Et là, il me présente, M. Morcelli, en me disant, je te présente le boss, le vrai boss. Il réalise très vite qu'il est pris avec une structure parallèle de financement,
coopère Joe Morcelli avec une carte d'affaires et des responsabilités et un titre qui n'existe même pas. Daniel Dezinde vient en tout point confirmer ce qu'a déclaré Jean Brault lors de son passage devant la commission. M. Morcelli me disait « on en a besoin, puis j'en ai besoin, puis faudrait que tu me donnes un coup de main. » Et j'écoutais. Un peu la même approche qu'on a vue avec les deux autres individus. On me dit, écoute, faudrait que tu le prennes sur ton payroll pendant un ou un an, 10 000 par mois, pour qu'il puisse nous aider dans notre financement. On est cassé. Donc, finalement, j'ai offert à M. Morcelli, j'ai dit, écoute, j'ai écouté, j'ai dit, au lieu de vous donner 10 000 par mois, j'ai dit, je vais vous donner 5 000 cash par mois. C'est qu'il a accepté. Avant de conclure ses travaux, le juge Gomery laisse le dernier mot aux experts comptables. Selon leur analyse exhaustive, le programme des commandites a coûté beaucoup plus cher que le chiffre avancé par la vérificatrice générale Sheila Fraser. Le programme n'a pas coûté 250 millions, mais 332 millions de dollars. Les contributions que les firmes, les agences de publicité ont faites se chiffrent à 800 000 dollars. C'est le retour d'ascenseur, si on veut. À ça, il faut ajouter les contributions indirectes de Jean Brault. Contributions qui ne peuvent pas être prouvées hors de tout doute raisonnable par la comptabilité, parce qu'il y a des choses qui sont en liquide, ce qui nous amène à 2,6 millions de contributions par les publicitaires. Les magouilles dévoilées devant la commission Gomery ont poussé les libéraux de Paul Martin dans leur dernier retranchement. Désormais, c'est la survie même du gouvernement qui est remise en cause. Lorsque les audiences de la commission Gomery ont pris fin en 2005, l'appui aux libéraux dans les sondages au Québec n'est presque très réduit à un niveau marginal. Si les élections avaient eu lieu à ce moment-là, les libéraux ont été presque balayés de la carte électorale. Pour renverser la vapeur, le premier ministre Paul Martin décide le 21 avril de s'adresser à la nation. Une mesure tout à fait exceptionnelle dans les mœurs politiques canadiennes. Je suis prêt à me soumettre au jugement des Canadiens sur le leadership dont j'ai fait preuve devant cette affaire. J'assumerai ma responsabilité de premier ministre. Dans un geste presque de désespoir, Paul Martin a pris la parole devant la nation et s'est engagé solennellement à déclencher des élections 30 jours après le dépôt du deuxième rapport du juge Gomery. La décision finale vous appartiendra. Paul Martin vivait presque sur du temps emprunté parce que l'opposition s'était mis dans la tête de défaire le gouvernement à la première occasion et comptait défaire le gouvernement sur une motion de blâme qui aurait porté justement sur le scandale des commandites. Lors de ce vote de confiance qui doit se tenir le 19 mai, le gouvernement libéral semble voué à une défaite certaine. Mais un coup de théâtre sans précédent ébranle la capitale nationale. La députée Belinda Stronach, numéro 2 du Parti conservateur, traverse la Chambre des communes et se joint aux libéraux en échange d'un poste de ministre. Grâce à cette défection spectaculaire, les libéraux remportent le vote par une seule voix et conservent le pouvoir. La stratégie de Jean Chrétien pour contrer la menace séparatiste, élaborée en secret au lendemain du référendum de 1995, a provoqué l'un des pires scandales politiques de l'histoire canadienne. Il était un peu simpliste de prétendre qu'on pouvait gagner le cœur des Québécois en multipliant les drapeaux au Québec, en affichant le gros logo Canada sur tous les édifices fédéraux. Et l'effet boomerang s'est fait rapidement sentir. Est-ce que le programme des commandites a atteint ses objectifs? La réponse, carrément, c'est non. En juin 2005, un sondage réalisé par la maison Crop révélait que l'appui à la souveraineté s'établissait à 55 %, un niveau historique chez les électeurs québécois. Les grands perdants sont les personnages politiques canadiens. Parce que le monde sont plus méfiants des politiciens qu'ils l'ont jamais été. Ceux qui disent toujours les politiciens, c'est une gang de voleurs, puis ils pensent qu'à l'argent, puis leur chum, ils ont pas mal de raison. Pas mal plus raison qu'il y avait avant. Le 1er novembre 2005, le premier volet du rapport Gomery est rendu public. Le premier ministre Paul Martin est exonéré de tout blâme.
Jacques Corriveau, un ami personnel de Jean Chrétien, est blâmé pour avoir mis en place un système de pots de vin au profit du Parti libéral du Canada, alimenté directement par le programme des commandites. Se sont enrichis dans l'aventure Jean Brault, Jean Lafleur, Paul Coffin, Gilles-André Gosselin, Claude Boulay, Jacques Corriveau, ainsi que plusieurs autres. Sont blâmés pour la mauvaise gestion du programme des commandites Charles Guité et Alfonso Galliano. Sont blâmés pour avoir assumé la direction politique du programme des commandites Jean Pelletier, le chef de cabinet de Jean Chrétien, et l'ex-premier ministre Jean Chrétien lui-même. Le rapport final du juge Gomery est attendu le 1er février 2006. Jean Chrétien, son héritage, c'est d'avoir livré le Québec aux bloquistes. Et je vous garantis que l'avenir de vos enfants et l'avenir des enfants de vos enfants sera merveilleux dans le meilleur pays au monde, le Canada. Vive le Canada! Merci beaucoup!